Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. La gouvernance des processus électoraux en Afrique est enfin sur la voie de l'amélioration, le fruit d'une longue introspection. Tout n'est pas noir en ce qui concerne l'organisation des élections au Cameroun. Je peux même dire dans d'autres pays africains. Des bêtes en bonne santé garantissent des revenus réguliers. Cela pourrait être la devise de ces éleveurs en Zambie. Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. Cap sur la Tanzanie et un système de microcrédit qui permet aux petits entrepreneurs de réaliser leurs projets. Nous avons fourni le financement pour Agnès. Nous venons donc de temps en temps pour voir comment vont les affaires. En Ouganda, le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, a été réélu avec 58,6% des voix au terme d'une campagne agitée. Et dimanche, c'était au tour du Niger d'appeler aux urnes pour désigner son président. Cette année, pas moins de 14 élections se déroulent en Afrique. Le moment de faire le point sur un processus que beaucoup jugent globalement amélioré sur le plan de la gouvernance, en dépit d'incidents et parfois d'abus persistants. Comment l'Afrique s'affirme-t-elle en matière d'organisation de ces scrutins? C'est ce que notre journaliste Aboubakar Mounchili a cherché à comprendre. Regardez. Guinée, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC ou encore Centrafrique, la liste est longue. Pas moins de 20 pays sur le continent africain ont organisé des élections au cours de l'année 2020. Ces batailles électorales, parfois émaillées de violence ou de contestation, mais qui peuvent aussi être apaisées dans d'autres cas, varient d'un pays à l'autre. Il n'empêche que pour de nombreux observateurs et citoyens, comme ici au Cameroun, l'Afrique a fait un véritable bond qualitatif en matière d'organisation des élections, même si de nombreux défis restent à relever. Tout n'est pas noir en ce qui concerne l'organisation des élections au Cameroun. Je peux même dire dans d'autres pays africains. Avant, tout était très compliqué parce que au niveau des inscriptions, ce n'était pas facile. Maintenant, il y a des annonces pour les inscriptions et des annonces pour la clôture des inscriptions. Et puis, les bureaux de vote étaient discrets parce que parfois, ça se trouvait dans les chefferies et dans des coins très cachés et très difficiles à découvrir par des électeurs et qui amenaient parfois à des situations incontrôlables. Le jour des élections aussi, l'accès, puisqu'on connaît quels sont les bureaux de vote, l'accès aux observateurs est possible. Même parmi les observateurs, les membres des partis politiques, ils peuvent venir constater effectivement qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de vote. Les procès-verbaux sont signés et co-signés par les représentants des partis politiques qui sont supposés être là. Donc je trouve que c'est quand même des avancées. Et même au niveau de la campagne, même si les partis politiques sont souvent muselés pendant le processus de l'année, mais pendant la période électorale, on donne quand même la possibilité que chacun puisse faire sa campagne. Alors que dans le passé, des organisations internationales supervisaient le processus de presque toutes les élections sur le continent, les États africains font aujourd'hui de moins en moins appel à l'extérieur. Les Africains sont en train de s'approprier de leur gouvernance de façon générale et des élections. Mon institut, enfin, l'organisation que je représente ici, l'Institut panafricain d'assistance électorale, en est un exemple patent, où l'élite africaine, des femmes et des hommes ont décidé d'observer les Africains, d'observer les élections africaines pour les Africains et par les Africains. Et je crois que ceci est une excellente initiative. Une grande initiative que certains voient comme une dimension de l'autonomisation des États africains qui ne veulent plus subir un regard critique extérieur d'observation de leur processus électoral. Il y a un souci d'indépendance de ces États africains qui veulent davantage travailler à l'intérieur de manière à trouver des voies et moyens pour justement voir comment ces processus électoraux peuvent également être organisés sans qu'il y ait
de temps à autre cette espèce de chape de plomb, matérialisée notamment par ces structures internationales, étrangères, qui viennent donner toujours leur point de vue. Résultat, le continent commence à bien confirmer sa maîtrise des processus électoraux, n'hésitant pas à limiter les scrutins dans les zones en proie au terrorisme où la sécurité des électeurs ne peut être garantie. Il faut observer qu'il y a au moins une capacité d'introspection que les États africains se font en permanence, de manière qu'ils puissent véritablement voir dans quelle mesure les différentes élections devraient être organisées sans davantage de couacs, sans davantage de grincement de dents ou bien sans davantage de grabuge. Mais il reste la question du coût élevé de ces consultations populaires sur le continent africain en comparaison à d'autres continents. Je peux indiquer trois facteurs au moins qui expliquent les coûts. Le premier, auquel les gens ne pensent pas souvent, ce sont l'ensemble des mesures qu'il faut prendre pour gagner la confiance des acteurs dans le processus électoral. Que ce soit la confiance des acteurs politiques, que ce soit la confiance des citoyens ordinaires, des organisations de la société civile dans la transparence et l'intégrité du processus. Et ces mesures, ce sont ces mesures qui appellent par exemple le recours à la biométrie. Ne serait-ce que les équipements pour faire la biométrie, c'est des équipements qui coûtent des milliards en francs CFA. Le deuxième élément, c'est la manière dont les ressources sont gérées. Moi, je connais très peu de pays dans la sous-région où on peut dire qu'une fois les élections terminées, il y a un processus correct de reddition des comptes sur la manière dont les ressources ont été gérées. Et le troisième facteur que je voudrais partager, c'est notre capacité, n'est-ce pas, de conservation de l'ingrédient non périssable qu'on utilise dans la gestion des élections. Je peux parler par exemple des urnes, je peux parler des isoloirs. Élections présidentielles, législatives, municipales ou régionales, ces consultations populaires montrent que dans de nombreux pays, les lignes ont bougé positivement sur le continent au grand bonheur de la démocratie en construction. Sans aucun doute, il n'y a aucune élection parfaite dans le monde. Je venais de citer les États-Unis, non? Comme référence en démocratie. Alors, pour dire que nous, en Afrique, nous sommes en train de faire l'effort, je pense que d'ici 50 ans, ces gens-là viendront apprendre comment organiser de bonnes élections en Afrique. Une vision de l'avenir électoral du continent qui rejoint celle de tous ceux qui présentent l'Afrique comme l'avenir de demain. Un espoir encore conditionné par des pesanteurs organisationnelles et des obstacles d'ordre politique. Après la Zambie qui a fait défaut sur ses paiements et le Tchad qui est devenu le premier pays africain à demander la restructuration de sa dette depuis le début de la crise Covid, est-ce bientôt le tour de l'Éthiopie ? Le gouvernement d'Addis Abeba a annoncé le début de discussions. Les restructurations à venir devraient passer par le nouveau cadre adopté par le G20 auquel doivent maintenant se plier les détenteurs d'eurobonds. Il prévoit notamment l'égalité de traitement entre tous les créanciers. La dette extérieure totale de l'Éthiopie se monte à 27,8 milliards de dollars. Les compagnies aériennes du continent tentent de résister à la crise. Après l'ouverture d'une liaison Bamako-Tombouctou opérée par Sky et Mali, la compagnie nationale de transport aérien ECAIR, Equatorial Congo Airlines, pourrait se réveiller. Le premier des 4 aéronefs de sa flotte jusque-là en maintenance à l'étranger est de retour au pays, de quoi présager une reprise graduelle, même si les autorités demeurent prudentes. Lancé en 2012, ECAIR avait déployé un réseau domestique et international avant de cesser ses activités 4 ans plus tard, confronté à des difficultés financières et réglementaires. Direction la Zambie pour notre deuxième reportage. Dans ce pays situé au cœur de l'Afrique australe, l'élevage est l'une des activités principales des habitants. Pour faire face aux épidémies qui déciment les troupeaux, une seule stratégie, surveiller de près la santé des animaux, quitte à dépenser une partie de ses revenus. Regardez, c'est un reportage de Peter Yumi et Aurélie Turc. Des générations de petits fermiers ont élevé leur bétail sur les paysages vallonnés de la province sud de la Zambie. Simon Ilwindi possède un troupeau de 110 têtes, un nombre considérable par rapport à la moyenne nationale. Aujourd'hui, il reçoit la visite du vétérinaire Liliam Makossa. Simon se souvient encore de la dernière épidémie de fièvre afteuse dans la région il y a 10 ans.
À cette époque, j'avais 70 bêtes et j'en ai perdu 30. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent. J'ai dû dépenser 750 000 kwacha zambiens pour maîtriser l'épidémie. Soit plus de 120 000 $. Maintenant, la situation s'est beaucoup améliorée et Simon bénéficie d'un système de surveillance de la bonne santé de son cheptel, grâce en grande partie à un projet soutenu par des fonds internationaux. Une épidémie de fièvre afteuse est souvent synonyme de désastre financier. En 2008, 8 millions de bovins ont été touchés par la maladie à travers l'Afrique avec des pertes estimées à plus de 15 millions de $. Nous avons galéré pendant un mois. Notre production était au plus bas et nous avons eu du mal à payer les salaires. Aujourd'hui, grâce au programme de soutien qui s'élève à plus de 20 millions de $, financé en grande partie par la BAD, la Banque africaine de développement, la maladie est sur le point d'être maîtrisée. Un programme innovant qui exploite les nouvelles technologies. Avec son stylo numérique, le vétérinaire Liliam Makossa peut alerter les autorités de santé animalière instantanément en cas de nouvelle épidémie de fièvre afteuse ou autre maladie bovine. Synchronisé avec un téléphone cellulaire, ce stylo peut servir à accéder aux informations en temps réel. Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. 4 pays voisins de la Zambie ont pu bénéficier du projet transfrontalier de santé animalière de la Banque africaine de développement. Le but du projet n'est pas seulement d'améliorer la santé des cheptels de la région, mais aussi celle des exportations de bétail. Par le passé, ces 5 pays ne pouvaient pas se conformer aux normes d'exportation nécessaires aux marchés internationaux, comme celui de l'Union européenne. Les épidémies ne s'arrêtent pas aux frontières et un foyer d'infection dans un pays peut facilement se répandre parmi les cheptels et animaux sauvages des pays avoisinants. Les buffles sauvages, par exemple, sont souvent porteurs de la maladie et sont un danger pour les élevages. Le projet TAD pour la communauté de développement d'Afrique australe de la Banque africaine de développement a énormément aidé la Zambie dans plusieurs domaines. Premièrement, avec le programme de contrôle des buffles, les échantillons ont permis d'identifier et d'étudier les virus. Les données ont été envoyées au laboratoire qui fabrique des vaccins. Le programme pour capturer et examiner les buffles a duré 3 ans et a coûté plus d'1 million de $. Grâce au projet TAD de lutte contre les maladies transfrontalières, les méthodes de contrôle et de surveillance des pays voisins sont au diapason. Selon les autorités zambiennes, il y a un taux de réussite de l'ordre de 70% dans la maîtrise d'incidents de la fièvre afteuse. Il y a eu un transfert de savoir entre les spécialistes de l'extérieur mandatés par la banque et les habitants d'ici qui ont appris à capturer les buffles. Donc, en plus d'1 million de $, dépensés en Zambie, un capital humain a été créé par la formation proposée. Les revenus des fermiers ont doublé. La chaîne des valeurs pour les troupeaux est assurée par la création d'emplois et le flux d'animaux vers les abattoirs et les marchés, les fournisseurs et les consommateurs est maintenu. En termes de commerce régional, on peut estimer une augmentation de 10 à 15% avec ce projet. Ces exportations peuvent rapporter plus de 40 millions de $ à la Zambie. Et de leur côté, les consommateurs ont plus confiance dans la qualité et la sécurité de la viande qui sort des abattoirs. Un bon bilan de santé est une bonne nouvelle pour la laiterie coopérative de Monze, au sud-ouest de la Zambie. En 2 ans, nous avons augmenté de 1500 litres en une journée. Maintenant, c'est le double, parce que nous avons ouvert ce nouveau centre. Nous produisons 3000 litres par jour. Mais chaque investissement dans la recherche de nouveaux vaccins compte aussi. Je prépare l'échantillonnage, je suis en train d'extraire l'ADN. Les échantillons doivent être analysés et les vaccins élaborés. Les fonds disponibles n'ont pas simplement permis aux chercheurs d'identifier les sources de maladies, ils ont aussi permis d'agir rapidement. Jasmine Ibadjene est un cas typique d'éleveur de bétail dans la région de Monze. Il a un troupeau de 40 bêtes
et dépense 10% de ses revenus, à peu près 25 $, à les faire vacciner. Avec une famille nombreuse, Jaspine sait que le bien-être des siens est lié à celui de ses bêtes. Si elles sont épargnées par la maladie, il pourra les vendre et réinvestir. Jaspine, Elina et des centaines d'autres petits fermiers à travers l'Afrique australe savent que l'avenir peut leur réserver des surprises. Cependant, avec le soutien des chercheurs, des scientifiques et des vétérinaires, leurs chances de réussite n'ont jamais été aussi bonnes. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir, Société Générale. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Nous revenons sur ce jugement décisif à Genève à l'encontre de la corruption dans le monde des matières premières. L'homme d'affaires franco-israélien Benny Steinmetz a été condamné à fin janvier à 5 ans de prison et à 46 millions d'euros de dédommagement. Il avait fait verser près de 10 millions de dollars de pots de vin à Mamadi Touré, la 4e épouse du défunt président de la Guinée, Lansana Conté. Il avait ainsi pu obtenir des permis d'exploitation dans l'un des plus grands gisements de fer au monde, la mine de Simandou. Pour parler de cette affaire qui mêle paradis fiscaux, sociétés écrans et implique de grands groupes miniers internationaux, je suis rejointe par Géraldine Viré de l'ONG suisse Public Eye. Géraldine Viré, bonjour et merci de répondre à mes questions sur le procès de Benny Steinmetz. Quels sont les principaux enseignements à tirer de ce jugement pour les milieux d'affaires des matières premières ? Cette condamnation, elle vient sanctionner des faits de corruption extrêmement graves dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Je pense que la première chose dont on doit bien avoir conscience, c'est qui est la victime dans cette affaire. Et c'est la population guinéenne qui n'a jamais touché les fruits de ses permis d'exploitation, de ses richesses. Cette condamnation, elle envoie un signal qui est très fort à l'ensemble du secteur des matières premières, qui est très exposé au risque de corruption. Et ce signal, dans ce cas-là, il est d'autant plus fort que ce sont les 3 maillons de la chaîne de corruption qui ont été condamnés en Suisse à des degrés différents. On a M. Steinmetz, l'homme fort, qui se présente comme un bienfaiteur, un pro-africain, un ambassadeur de son groupe. On a son intermédiaire en Guinée, qui était le contact privilégié de la femme du président. Et puis, on a sa fidèle administratrice en Suisse, qui organisait depuis Genève les montages. C'est elle qui a permis la mise en place du schéma corruptif. Et dans une perspective qui est la nôtre, une perspective suisse, cette condamnation, c'est aussi de la corruption made in Switzerland, fabriquée en Suisse. On voit qu'il y a une volonté, enfin, de la part de la justice suisse, de mettre fin à l'impunité des sociétés de matières premières. Votre organisation a indiqué que le jugement ne doit pas faire oublier l'extrême difficulté pour les procureurs suisses et étrangers d'instruire des affaires aussi complexes. Ce qu'on voit, c'est donc une volonté de la justice suisse d'instruire de telles affaires, mais elle se heurte à de nombreux obstacles. Si on prend le dossier Steinmetz, on voit que c'est des centaines de classeurs, des centaines de milliers de pièces, voilà, des juridictions différentes impliquées, des années d'enquête pour aboutir. Je pense que c'est illusoire de penser que la justice seule pourra régler ce type d'affaires, ce type de problème, parce que pour une condamnation comme celle de M. Steinmetz et ses acolytes à Genève, combien d'affaires en fait ne finiront jamais devant la justice? Elles sont très nombreuses. Et si on veut prévenir de tels scandales de corruption, il est clair pour nous que les autorités suisses doivent vraiment prendre des mesures en amont, des mesures préventives pour combler enfin les lacunes législatives qui facilitent ces pratiques criminelles. Et finalement, quelles actions pourraient être entreprises en Afrique, même pour juguler ces tentatives de corruption dans le secteur minier? Ce qui est clair, c'est que les gouvernements des pays riches en ressources naturelles ont une grande part de responsabilité aussi. Donc, c'est impératif de lutter contre la corruption dans ces pays-là également, en renforçant les législations, les institutions, que ce soit au niveau central, au niveau local, pour garantir une meilleure gestion du secteur des matières premières, davantage de transparence. Par exemple, en ce qui concerne l'allocation des permis miniers, des revenus tirés de la vente des matières premières. Et ce qui est central, c'est que la population doit en bénéficier de manière juste. Et je crois que la société civile
en Suisse comme en Afrique, a un rôle très important à jouer pour demander des comptes à l'État et aux grandes entreprises. Merci pour toutes ces précisions. Et on voit aussi une plus grande intolérance envers les irrégularités financières parfois détectées dans les programmes de développement. C'est ainsi que la Banque mondiale vient de suspendre le premier paiement de 100 millions de dollars à un programme éducatif en République démocratique du Congo. La décision a été prise après un rapport de l'inspecteur général des finances congolais sur des cas présumés de fraude et de corruption dans le secteur de l'éducation du pays. Entre défilés virtuels et absence de voyageurs internationaux, l'industrie de la mode est en berne ces derniers mois. Mais il semble qu'elle souhaite se rapprocher de sa clientèle africaine où elle espère trouver son marché émergent de demain. C'est ainsi que Nairobi, la capitale du Kenya, et sa classe moyenne florissante sont dans la ligne de mire des marques étrangères, parmi lesquelles Giordano. L'enseigne hongkongaise vient d'y ouvrir son 3e magasin. Et bien sûr, pour ceux qui rêvent de lancer leur projet d'entreprise, il n'y a pas que le business plan qui compte. L'argent demeure le nerf de la guerre. Et contracter un emprunt auprès d'un établissement bancaire n'est pas facile. En Tanzanie, un programme de microcrédit aide les futurs entrepreneurs à obtenir les financements nécessaires à la concrétisation de leur projet. Explication, Areski Ben Mokhtar. Rabo Tobias est un homme heureux. Installé à Kibomba, il est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Voici sa quincaillerie qui fait le bonheur des habitants de ce village et de ses artisans. On y trouve tout ce qu'il faut pour la construction. Rabo est également propriétaire de ce magasin de vélos et accessoires ouvert dans un quartier voisin. Tout cela n'aurait pas pu se concrétiser avec juste ces petites économies. C'est grâce à un crédit de 65 000 $ obtenu auprès d'Access Bank, un pionnier du microcrédit, que ces projets ont pu voir le jour. C'est une affaire pour générer des bénéfices et améliorer ma vie. Rabo Tobias s'est révélé être un bon chef d'entreprise, ce qui a convaincu Access Bank de lui prêter à nouveau le capital nécessaire à la création de cet atelier de ferronnerie spécialisé dans la fabrication de portes et fenêtres métalliques. Il a pu ainsi embaucher des soudeurs dans cette région où le chômage est très important. Rabo savoure sa réussite, mais il préfère la partager avec sa communauté. C'est lui qui a financé cette école avec ses deniers. Le projet lui a demandé 7 ans de sa vie. Je l'ai fait pour créer des emplois dans la communauté, pour les habitants. C'était pour aider la communauté locale. Autre exemple, autre itinéraire, à l'autre bout de la Tanzanie, l'histoire d'Agnès Jacob Molel est tout aussi révélatrice des bienfaits du système du microcrédit dans les pays pauvres. Après le décès de son mari, Agnès décide de se lancer dans l'élevage de cochons pour subvenir à ses besoins. Grâce à un microcrédit obtenu auprès d'un agent local d'Access Bank, elle a pu s'offrir ses 10 premiers porcelets. Très vite, elle commence à tirer profit de la vente de ses bêtes et commence à rembourser son prix. 6 months is enough to sell. Au bout de 6 mois, ils sont assez grands pour faire un bénéfice. S'ils sont gros, vous pouvez gagner 200. Agnès Jacob Molel a très vite appris les réflexes d'un vrai chef d'entreprise. Pour réduire ses coûts, elle prépare elle-même la nourriture de ses cochons à partir d'épluchures de pommes de terre bouillies et d'autres restes. Les cochons en mangent et deviennent gras. Ça fait plus de kilos. Cette volonté de réussir a forcé l'admiration de son prêteur qui suit son évolution. Nous avons fourni le financement pour Agnès. Nous venons donc de temps en temps pour voir comment vont les affaires. Les responsables d'Access Bank ont eux aussi apprécié le parcours d'Agnès et lui ont même accordé un autre crédit de 1 400 $. Agnès a bien su tirer profit du coup de pouce de la banque. Elle a embauché 2 assistantes et a entrepris de diversifier ses activités. En plus de ses cochons, elle cultive des champignons à partir de peaux de banane et des enveloppes de riz séchées et bien d'autres plantes. J'étais très agréablement surpris de voir comment ils ont développé leur sens des affaires. Ils ne sont peut-être pas capables de vous donner une description détaillée de leur flux de trésorerie prévisionnel ou des taux d'intérêt, mais ils gèrent très bien leurs affaires.
Le cas de Rabo Tobias et Agnès Jacob-Molel montre bien que les Africains sont capables de se prendre en charge, mais que ce soit en Tanzanie ou ailleurs en Afrique, l'accès au crédit est très limité. Le microcrédit peut être une des réponses au sous-développement du continent. La Tanzanie, pays traditionnellement agricole, a vu se développer un tissu économique ces dernières années sous l'effet de l'engagement de banques privées nationales et étrangères sur ce terrain. Je crois que le microfinancement représente l'avenir du commerce en Afrique. Il y a tellement d'entreprises qui n'ont pas eu accès au financement. Nous pouvons leur fournir quelques-uns des services les plus élémentaires. Non seulement le prêt ou l'épargne, mais aussi les services financiers. Je reste persuadé que les micro-entrepreneurs et les banques de microfinancement vont en tirer parti. Tout le monde est gagnant. L'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine incitent au développement du microcrédit en Afrique. S'il n'est pas la panacée, c'est l'un des outils les plus efficaces pour améliorer les perspectives économiques et combattre la pauvreté. Quelques fonds ont vu récemment le jour, tels que l'initiative du Fonds africain du développement, l'AFRICAP financé par une combinaison d'institutions internationales de développement, ou le REGMIFA, Fonds régional d'investissement pour les très petites et moyennes entreprises d'Afrique subsaharienne, auxquelles contribuent des pays européens. Ce fonds intervient notamment en Tanzanie. Plus de 15 millions de dollars ont été prêtés à des institutions de microcrédit, mais tout cela reste encore bien insuffisant. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 544. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Combien de bovins ont été touchés par l'épidémie de fièvre afteuse de 2008 en Afrique? 800 000 2 millions ou 8 millions? Deuxième question. Dans quel pays vit Agnès Jacob-Molel? En Zambie, Tanzanie ou au Kenya? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com, répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses. Bien sûr, ce jeu par exemple est le numéro 544. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 540. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Qu'est-ce que l'onchocercose? Réponse, une infection oculaire. Deuxième question. Quelle décision la banque doit-elle attendre pour mettre les biens en gage en cas de non-remboursement d'entrée d'entreprise dans l'espace OHADA? Réponse, aucune. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai Lucille Cornet-Vernet qui nous parlera de sa rencontre avec l'artémisia, une plante utilisée dans la prévention et le traitement du paludisme. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.